On n'a pas souvent l'occasion d'en parler dans les hors-séries des technos. Les imprimantes 3D, vous en avez peut-être une, peut-être pas. Vous comptez en acheter une. On va vous en parler tout de suite avec Sébastien. Et pas qu'avec Sébastien d'ailleurs. Sébastien, il est ici, salut Seb. Et puis on va en parler aussi avec Bruno, qui est des nôtres, pour apporter également sa petite touch et ses petits commentaires concernant cet appareil, qui est une imprimante 3D, Sébastien, avec quelques spécificités, on s'en doute bien, que tu vas nous détailler. Il s'agit de la M3D, c'est ça ? C'est ça. Donc pour montrer, pour ceux qui ont la vidéo, ça ressemble à ça. C'est un espèce de cube comme ça. Ouais. Alors là, c'est un projet Kickstarter à la base, ouais. Qui date d'il y a 2 ou 3 ans. Mmh. Alors pour la petite histoire, ils avaient commencé les livraisons à un moment donné où je déménageais en France, et donc j'étais complètement passé à côté de la livraison, et donc j'étais persuadé d'avoir perdu mon financement et d'être passé à côté. Ouais. Et en fait, il y a quelques mois de ça, ils m'ont recontacté en me disant tiens, on a retrouvé votre commande, elle est toujours pas livrée, si vous voulez, on peut vous la livrer. Plutôt bien. Donc comme quoi, des fois il y a des bonnes surprises aussi avec les Kickstarter comme ça. Oui, c'est sûr. Donc voilà, c'était une imprimante que j'avais financée à l'époque, parce que forcément des imprimantes 3D, il y en a eu un paquet sur Kickstarter. Celle-là, je l'avais financée parce que j'avais toujours voulu me mettre aux imprimantes 3D, mais pas suffisamment pour payer des prix aller de plusieurs milliers de dollars, et celle-ci n'en valait que 300. D'accord. Donc c'est pas vraiment pas cher. Ça doit être une des moins chères du marché, pour le coup. Voilà, exactement. Il existe, je pense, dans les mêmes gammes de prix, des imprimantes en kit qu'on peut monter soi-même. Il y a notamment une imprimante chinoise comme ça qui est assez réputée pour ça. Mais celle-ci a en plus l'avantage non seulement d'être pas chère du tout, mais comme on peut le voir vite, le form factor est très, très simple. Voilà, elle arrive. Oui, c'est vraiment une structure tout d'un bloc, il n'y a rien à monter, on peut la transporter très facilement, je l'ai déjà emmenée entre chez moi et le bureau une paire de fois, et elle bouge pas, elle est très robuste, et très simple à mettre en œuvre, parce qu'effectivement elle est livrée simplement avec un câble USB et un adaptateur secteur. Ouais. La tête d'impression ne bouge pas, pour ainsi dire. Enfin, je dirais, elle est costaud. Il y a pas grand-chose à démonter, et la bobine, au lieu d'être montée sur le côté ou derrière comme sur certaines imprimantes, ici la bobine de filament, elle tourne en dessous du plateau. En fait, donc tout est rangé dedans, quoi. C'est plutôt pas mal. Enfin, effectivement, quand on fait ce type d'achat, soit on a des ambitions particulières peut-être de l'utiliser à des fins professionnelles, etc. Des fois, c'est juste à des fins ludiques ou pour expérimenter quelque chose. Celle-là, tu la situerais dans quel segment ? C'est plutôt le côté jouet, entre guillemets, ou côté ludique, ou bien elle pourrait servir éventuellement à faire des choses un peu plus réfléchies, un peu plus construites Alors, c'est clairement pas pour une utilisation de haute précision ou pour faire des choses très jolies, on va dire. C'est plus, à mon avis, une première imprimante 3D pour commencer à jouer avec l'impression 3D, comprendre comment fonctionne la modélisation, les logiciels, etc. Je peux montrer à l'image certains petits machins que j'ai déjà imprimés. Donc ça, c'est j'ai imprimé déjà un petit modèle qui vient de Thingiverse. Donc, Thingiverse, c'est un site où il y a des gens upload des modèles 3D de tout et de n'importe quoi. Et là, j'ai trouvé un petit casse-tête en 3D. Qui est plutôt rigolo. Enfin, on peut se faire des petits jouets, on peut se faire alors que Sébastien est resté frisé un petit instant, malgré qu'il soit chaud, je le tiens à le signaler, mais il arrive de friser. Donc, c'est bien le site dont tu viens de parler, j'oublie le nom maintenant, Thingiverse, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Et dans lequel on trouve toutes sortes de trucs, y compris des petites pièces de remplacement, des fois pour le meuble Ikea qu'ils n'ont plus la pièce machin, etc., le bouton de la porte. Il y a moyen de le retrouver là aussi, c'est ça qui est rigolo. Et c'est vraiment au-delà de l'aspect découverte de l'impression 3D, c'est aussi pour ça que je voulais avoir une imprimante comme ça. C'est vraiment pour les petites pièces, les adaptateurs pour les appareils photo, pour les caler quelque part ou des choses comme ça. Et sur Thingiverse, il y a aussi dans les petits trucs que j'ai trouvé marrants, des accessoires pour certains aspirateurs. Par exemple, je me suis acheté un Dyson V8, là, les machins à main qu'on peut accrocher au mur. Et ces cochons, ils ont pas trouvé le moyen de mettre un rack pour mettre tous les accessoires dessus. D'accord.
et on peut imprimer ça depuis Thingiverse. Quelqu'un y a pensé et l'a créé. Voilà. Et l'a partagé avec la communauté, ce qui est plutôt sympa. La mise en œuvre. Attends, avant de parler de la mise en œuvre, peut-être un commentaire de Bruno. Oui, je veux savoir la taille. Tu peux, peut-être ceux qui n'ont pas d'image, de définir un peu la taille de l'objet et quelle taille d'objet peut créer cette imprimante. La taille de l'imprimante en elle-même, on va dire, c'est à peu près c'est un cube de quelque chose comme 20 cm par 20. Ouais. Et la taille de ce qu'on peut créer à l'intérieur, c'est peut-être 15 cm par 15 cm par 15 cm. Donc voilà, c'est pas gigantesque. D'ailleurs, il y a certains les accessoires pour l'aspirateur dont je parlais tout à l'heure, ils passent pas tous dedans. Ouais. Donc c'est pas fait pour faire des grosses pièces. Mais voilà. Ceci dit, des fois, les modèles en question dont on parlait, la modélisation, des fois, ils y ont pensé, les mecs qui ont fait ça, et le font en plusieurs parties, qui s'emboîtent intelligemment, etc., et qui permettent comme ça de reconstruire l'objet un peu comme une maquette d'avion, par exemple, et de pouvoir le mettre en œuvre de manière plus facile dans de petites imprimantes 3D. La mise en œuvre, on y vient. Comment ça marche ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça demande des ressources particulières, je sais pas. Alors, l'installation est vraiment hyper simple. Tout expliqué. Enfin, il y a un petit guide rapide pour expliquer comment charger le fil dedans. Donc, il suffit de commencer à pousser le filament dans le tube. Donc, il y a un tube qui part de l'arrière de la machine et qui fait tout le tour jusqu'à la tête d'impression. D'accord. Et donc, il suffit de pousser le filament à l'intérieur. Une fois qu'il coince, on continue à appuyer dessus. On lance la procédure de chargement dans le logiciel. Et là, il va commencer à fondre le début du fil. Jusqu'à ce qu'il soit dans la tête d'impression, et à partir de là on est parti quoi. Donc le logiciel en lui-même est très simple d'utilisation, un peu buggé. Là en fait c'est une application .NET, donc ça tourne avec Mono sur macOS, c'est un petit peu cracra. Et pour la petite histoire, j'ai désespérément essayé pendant toute une journée d'ouvrir un fichier 3D, donc c'est des fichiers .stl. J'ai essayé d'ouvrir ça dans l'application et impossible, il me disait qu'il y avait des erreurs sur le fichier ou quoi. J'ai contacté le support de M3D qui m'ont dit non mais essayez voir de glisser-déposer le fichier sur le logiciel à la place. Et là ça a marché. C'est marrant ça. Donc, des fois on cherche des trucs compliqués. Voilà. Alors que la simplicité, voilà, c'est donc il y a un bug dans leur truc, ils le connaissent et voilà, donc ils ont pas voulu forcément le résoudre. Une application propriétaire, pas de possibilité d'outrepasser cette application propriétaire. Il n'existe rien d'autre d'utilisable, si oui. Oui, il existe d'autres applications. Il y en a une qui fait un peu apparemment référence. J'en ai beaucoup discuté avec un ami qui fait beaucoup de ça. Et il y a une application qui fait référence un petit peu chez les 3D amateurs. C'est Simplify 3D, qui coûte quand même la bagatelle de $150, mais qui est vraiment le couteau suisse de l'imprimante 3D, et qui a priori reconnaît un paquet d'imprimantes. Et en théorie, le logiciel est censé reconnaître aussi la M3D, mais là, ça ne fonctionnait pas. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, on n'a pas encore réussi à le faire fonctionner. Alors, c'est peut-être un problème de driver, c'est peut-être un problème bizarre, mais voilà. Pour l'instant, en tout cas, j'ai réussi à faire fonctionner qu'avec le logiciel qui est fourni avec. Il y a des mises à jour prévues je sais pas, du firmware ou des choses comme ça. C'est comme une imprimante classique. Ouais. Donc quand je l'ai installé, la première fois que je l'ai branché, il m'a effectivement proposé de mettre à jour le firmware de l'imprimante. D'accord. Au passage, oui, j'en profite pour indiquer un petit truc, si jamais vous vous procurez ce petit joujou. La première fois que vous l'utilisez, faites bien attention à utiliser un câble USB 3. D'accord. C'est-à-dire que le câble USB 2 ne fonctionne pas, et même j'avais un câble, donc c'est des câbles comme côté de l'imprimante, c'est comme sur une imprimante, c'est l'USB carré comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Pour ceux qui ont l'image. Et de l'autre côté, bon, comme j'ai un MacBook Pro dernière génération, ça fonctionne avec de l'USB-C, donc j'ai un câble comme ça avec les deux prises qui vont bien. Mais ça fonctionne pas. Même si sur l'USB-C, c'est de l'USB 3 en fait. Bah oui. Donc il faut vraiment un câble USB 3, même si c'est un adaptateur entre les deux. Sinon, ça fonctionne pas. Le logiciel reconnaît pas l'imprimante. D'accord. Donc il faut quand même un petit peu chipoter. L'air de rien, voilà, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains immédiatement, non ?
Ouais, c'est 2-3 petits détails comme ça, mais au final, j'ai été quand même agréablement surpris par la simplicité du bazar. Ouais. Et surtout, une fois qu'on a chargé le modèle dedans, on vérifie que ça tient sur le plateau, sinon il met des petits bouts en rouge si ça dépasse. Ouais. Et puis, en gros, on appuie sur Print. Il y a 2-3 options à choisir, mais le défaut est en général largement suffisant. Il donne une estimation du temps que ça va prendre pour imprimer, ce qui est quand même assez intéressant parce que c'est pas un foudre de guerre. C'est ça. Je pense que ça peut prendre quoi, de 12 heures pour imprimer ce que tu viens de nous montrer ou... Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ce petit bloc Lego 2x2 que je tiens dans ma main, c'est ça qui me fait a pris 1 heure à imprimer. Oui, donc c'est vraiment pas un foudre de guerre. Ce magnifique jouet petit labyrinthe en 3D a pris 8 heures. Oui, c'est ça. Donc on est bien d'accord. Mais toutes les imprimantes 3D ont ce problème. Hein. En tout cas, les imprimantes additives, c'est-à-dire avec le dépôt d'un fil de plastique comme ça, sont assez lentes. Oui. Si les imprimantes plus rapides, c'est des imprimantes à sublimation, des choses comme ça. Oui. Mais là, c'est d'autres gammes de prix. Hein. J'ai eu l'occasion d'en tester une qui avait d'ailleurs été vendue en grande surface en Belgique il y a quelques années maintenant. Et à l'époque, je faisais un autre podcast high-tech et on l'avait fait tourner pendant le podcast. Et sur le temps de l'enregistrement, on avait peut-être fait 1 millimètre de surface en hauteur. Donc c'était très compliqué de montrer aux gens ce qu'on avait réalisé avec cette imprimante. Mais il y a un côté un petit peu magique dans l'imprimante 3D, je trouve, c'est que quand on a des pièces bien modélisées, parce que bon, évidemment, il y a cet aspect-là de la chose ça c'est modéliser des pièces, c'est pas donné à tout le monde, hein, il faut être clair. Donc. Mais quand la pièce est bien modélisée, il y a par exemple, c'était une petite tour avec un escalier à l'intérieur, c'est à l'intérieur et c'est tout petit et c'est d'une précision remarquable, même si l'imprimante est bon marché. Et donc on peut se fabriquer comme ça des accessoires plutôt sympathiques, des reproductions de choses existantes à l'échelle en impression 3D, à condition d'être patient. D'avoir le temps. C'est ça, d'avoir le temps. Je sais pas si... Oui. Sachant qu'un petit détail aussi, c'est qu'en plus, elle est un petit peu bruyante, mes mères. Parce que donc, quand vous imprimez, le principe, c'est qu'il dépose ce fil de plastique fondu au fur et à mesure. Et il y a un ventilateur qui tourne dans la tête aussi pour refroidir le plastique directement. Oui. Et c'est pas... Voilà, c'est pas super top. Et puis la tête, elle est elle-même orientée par des petits moteurs pas à pas qui pour certains, enfin dans certains cas, font aussi du bruit avec des courroies, des machins, etc. Enfin bref, c'est un nid à bruit. J'ai envie de dire une imprimante 3D, mais toutes les imprimantes 3D, hein, là, soyons clairs, les plus perfectionnées sont dans des boîtiers insonorisés, ont un couvercle ou des choses comme ça qui permettent un petit peu à atténuer ce bruit. Bruno a levé le doigt à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a une batterie de questions à poser. Non, c'est juste un complément d'information parce qu'en même temps que Seb nous expliquait l'imprimante 3D, ça m'intéresse beaucoup aussi. Hein. Puis j'ai vu des imprimantes 3D construites toutes pièces fonctionner remarquablement bien. Je suis allé sur le site du constructeur et je vois qu'elle est en promotion à $200. Donc voilà, si vous voulez une imprimante 3D qui fonctionne, Seb l'utilise, $200 vous pouvez l'avoir. Il y a même maintenant une évolution, c'est la M3D Micro Plus, donc ça c'est la micro, si je ne m'abuse, hein, Seb. Là, la Micro Plus c'est une évolution qui est à $250 et ils ont une version Pro qui est plus grande a priori, qui est à $900. Évidemment, donc, là, au niveau des prix, quand on monte en imprimante 3D, on peut atteindre des sommets, hein, soyons clairs. Ça dépend un petit peu de la limite que chacun a envie de mettre dans cet outil, qui peut être soit un outil vraiment très fonctionnel, comme on l'a dit, soit un objet comme ça pour fabriquer des petits trucs, pour s'amuser, comme on fabriquerait d'autres bidules. Mais parce que voilà, c'est comme ça. C'est vrai que une promo de fin d'année, au moment des fêtes de fin d'année, ça donne quand même des idées. On n'est pas là pour vendre le bidule, on aucun bénéfice, on tire aucun bénéfice sur cet appareil comme sur aucun autre appareil dont on vous parle dans ce podcast. Mais ceci étant dit, une imprimante 3D à $200, c'est quand même très surprenant parce qu'on commence tout doucement à rentrer dans des gammes de prix qui sont presque à l'identique des imprimantes papier, quoi, des imprimantes classiques. Et ça c'est nouveau, on y arrive enfin, quoi. Ouais, effectivement. Et là, en plus, le form factor fait que c'est pas un truc industriel qu'on va installer sur son propre meuble et tout. Ouais. Là, je l'ai sur mon petit bureau depuis une semaine et je fais mes muses avec juste à côté.
voilà, enfin c'est très accessible. Ouais. C'est pas. Il faut pas un atelier, il faut pas. Voilà. Et même, enfin, il y a au début sur les premières imprimantes 3D, il y avait beaucoup de soucis avec les fils qui cassaient, avec les impressions qui se cassaient la figure, si les conditions de température étaient pas bonnes ou si l'imprimante vibrait ou quoi aux caisses. Là, sur les trois petits objets que j'ai imprimés depuis le Diolet, j'ai eu aucun souci, ça s'est fait nickel. Là, il n'y a pas de problème d'adhésion parce que des fois vous avez des plateaux qui glissent un peu, il faut mettre un revêtement spécial. Là, le plateau qui est fourni avec, il est nickel, le plastique il adhère bien dessus. En même temps, quand c'est fini, ça se détache facilement. Ouais. Donc c'est vraiment assez bien fait. Est-ce qu'il y a des petits chipotages, des petits chipots un peu délicats, genre de calibration, des choses comme ça à mettre en œuvre au lancement d'une impression ou au lancement même de l'imprimante? Alors typiquement quand on change le fil ou quand on la met sur un support un peu bizarre ou quoi aux caisses, il faut faire attention à la recalibrer, mais là encore il y a une procédure automatique dans le logiciel. D'accord. On appuie sur un bouton, il se met en branle pendant 3-4 minutes. Ouais. Et voilà, le plateau en lui-même est fixe. D'accord. Donc c'est pas comme sur certaines imprimantes où c'est le plateau qui va bouger. Ça, ouais. Là c'est la tête qui va s'aligner toute seule. Ouais. Et de toute façon, avant de commencer une impression, il fait un test de hauteur, c'est-à-dire qu'il va aller se mettre à 4 points différents du plateau pour vérifier qu'il est toujours à la même distance du plateau. D'accord. Et seulement là, il commence l'impression. Donc, dans l'ensemble, c'est assez robuste. Ouais. Et j'ai pas eu besoin de chipoter plus que ça. C'est parce que je pose la question parce que des fois on a de mauvaises surprises. En tout cas, c'était le cas avec celle dont je vous parlais juste avant. C'est qu'on lance une impression, on se dit ça va tourner toute la nuit, je vais aller faire dodo. Et puis le lendemain, quand on voit le bazar qui est sorti, c'est une espèce de forme immonde qui n'a strictement rien à voir parce que problème de calibration, problème de refroidissement, problème de structure même mal modélisée parce que c'est pas évident. Hein, une pièce bien modélisée, il y a des parties qui doivent être soutenues par ce fameux filament, par de la matière qu'on doit ensuite retirer et barder, etc. Un peu comme sur des modèles réduits d'avions, comme je prenais l'exemple là tantôt. C'est un peu le même principe. Il faut de temps en temps qu'il y ait de la matière qui soit utilisée pour supporter des pièces qui, elles, sont vraiment utiles au modèle en question. Justement, par rapport à ça, le consommable, c'est ce filament en plastique, enfin c'est un espèce de plastique. On le trouve partout. Comment ça se passe ? Alors, pour cette imprimante-là, je pense qu'il vaut mieux se fournir directement chez Print M3D qui ont les filaments avec les bobines de la bonne taille pour qu'elles rentrent en dessous de l'imprimante. Okay. Sinon, ça prend n'importe quel fil de PLA ou d'ABS qu'on retrouve sur pas mal de sites. Ouais. Il y a deux possibilités pour monter la bobine. J'ai parlé de la faire rentrer dans l'imprimante sous le plateau. Mm-hmm. Et là, effectivement, il faut vraiment une bobine telle qu'elles sont fournies par le constructeur. Mais il y a la possibilité aussi d'imprimer un support de bobine. Ah oui. Qu'on peut attacher du coup sur le côté de l'imprimante. Et là, je pense qu'on peut mettre à peu près n'importe quelle bobine là-dessus. D'accord, ok. C'est juste une question de facteur de forme de la bobine en fait, qui évolue en fonction de la quantité. C'est important de le savoir parce que souvent, quel que soit le type d'imprimante d'ailleurs, c'est les consommables qui coûtent le plus cher. Quand on fait beaucoup de modèles, etc., à un moment donné, ça commence à coûter bonbon et ça vaut peut-être pas la peine de faire un modèle 3D, peut-être bien aller au magasin, chercher la pièce directement plutôt que d'essayer de la fabriquer soi-même. Je sais pas si Bruno avait encore une question ou l'autre à poser, une remarque. Non, pas vraiment. Je pense que je vais me laisser tenter et en acheter une pour Noël. Ah ben voilà. Par exemple, tu imprimeras des jolies petites formes, des petits modèles, des petits... le logo des technos, par exemple. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, effectivement. Oui. J'ai fait déjà le logo de ma petite boîte dans une brique de Lego. Ça, c'est des trucs que vous pouvez faire sur Thingiverse. Vous pouvez même customiser certains modèles. Ah oui, ça c'est bien. Rajouter vos logos dessus. Ouais. Au passage, pour ces petits trucs-là, oui, un petit détail, c'est que on parlait tout à l'heure effectivement des fois il a besoin de rajouter de la matière qui est jetable pour faire des structures quand vous avez des porte-à-faux sur les modèles et tout ça. Mm-hmm. C'est pas rare que quand le modèle sort de l'impression, il faille le retravailler un petit peu avec un couteau ou quoi pour enlever la matière excédentaire, notamment quand il y a des structures de support.
Donc voilà, c'est le genre de truc qu'il faut faire. Mais sinon, voilà. Petit travail de finition à faire derrière, qui n'est pas bien compliqué en manière générale, hein, soyons clairs. On n'a pas parlé de la modélisation elle-même. C'est vrai que ça, c'est tout un chapitre qui est même totalement indépendant de l'aspect impression 3D, hein, j'ai l'impression. Avec des outils, maintenant, on voit ça de plus en plus, qui sont capables de faire une photographie en 3D d'un objet et d'en faire un pré-modèle, entre guillemets. Mais là, derrière, il faut les outils pour faire un modèle 3D cohérent et qui va être compris par les imprimantes 3D. Ça, c'est presque un métier, ça, Sébastien. C'est pas le tout venant qui peut se lancer là-dedans, non? Alors, il y a des logiciels maintenant qui rendent ça vraiment très facile. Je me souviens plus du nom. Faudrait que je retrouve le nom. On le mettra en lien aussi. Oui, voilà, on le mettra en lien sur le site des technos. Et voilà, il existe des logiciels qui sont très abordables, très simples pour faire ce genre de modèle. Alors après, c'est toujours là, comme tu disais, le diable est dans les détails. C'est de trouver comment modéliser pour que ce soit costaud et que ça tienne le choc à l'impression. Ouais. Ça demande souvent des essais-erreurs parce que forcément, quand on modélise sur son ordinateur, on est dans le virtuel. Et puis après, la physique et la gravité nous rattrapent. Ouais. Et la thermodynamique aussi, quand on parle d'impression 3D. Donc voilà, il faut jouer aussi avec ces éléments-là. Et des fois, on a des surprises à la première impression. Mais c'est ça qui est absolument génial avec des sites comme Thingiverse, parce que vous avez des gens qui ont vraiment retravaillé leur modèle plusieurs fois et jusqu'à arriver à quelque chose de très costaud, quoi. Moi, je connais des geeks qui s'impriment, par exemple, des accessoires tirés de films ou de séries de science-fiction, type Star Trek, etc. Le communicateur, des choses comme ça, qui peuvent reproduire à l'identique en impression 3D, qui se créent leur propre maquette, en quelque sorte, hein. C'est un peu la même chose, c'est le même, ça part du même principe. Donc voilà, on avait envie de vous faire cette proposition en cette fin d'année, puisque justement les fêtes s'approchent. Peut-être, pourquoi pas, un cadeau à faire ou à se faire à soi-même, une petite imprimante 3D, pas très chère, on l'a dit. On va pas afficher le prix en permanence non plus, on fait pas du téléachat, mais voilà, c'est une idée parmi d'autres. Peut-être pour conclure, Sébastien, vas-y. J'ai retrouvé le nom du logiciel pour faire de la 3D. Ça s'appelle Tinkercad. Tinkercad. Et vous pouvez aller voir ça. C'est assez impressionnant la facilité du truc. Ouais. Pour faire de bidouiller avec de la 3D, parce qu'effectivement, il existe des logiciels professionnels de CAD assez usine à gazesque, mais celui-là est beaucoup plus abordable. Pour ceux qui, en tout cas, en font leurs études ou leur métier, des designers et des choses du genre, je pense qu'eux, ils vont s'en donner à cœur joie. Ils s'en donnent déjà sans doute à cœur joie. Ils ont des outils, etc. Donc voilà. Merci beaucoup, Sébastien, pour ce petit retour d'expérience concernant cette imprimante. Rappelons le nom, c'est M3D, hein, c'est ça? C'est ça, M3D. Ouais. Donc merci beaucoup. Et puis merci également à Bruno d'avoir apporté ces petites remarques. Peut-être Bruno lui-même nous fera peut-être un petit retour d'expérience après les vacances de Noël, hein, puisqu'il aura lui-même eu l'occasion de tester la bête. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez des remarques à faire, peut-être une expérience à partager vous aussi avec la communauté, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. À très bientôt. Au revoir.